Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette 5e édition de l'IoT Business Hub. 5 années, vous l'avez vu sur le film. C'est un beau premier quinquennat qui en appelle beaucoup d'autres. Nous sommes ravis de vous accueillir et j'avais au moins 3 éléments de fierté que je voulais partager avec vous en introduction de cette soirée. Le premier, vous l'avez vu à travers le petit film rétrospectif. L'IoT Business Hub, c'est le think tank de référence aujourd'hui en France sur l'IoT et les projets de transformation qui utilisent l'IoT. On est très fiers d'avoir pu réunir plus de 1200 acteurs, un écosystème très éclectique avec à la fois des grandes entreprises, des startups, des PME, des ETI. Tous les secteurs d'activité sont représentés depuis ces 5 années. Deuxième élément de fierté, depuis 5 ans, nous avons un super jury et je voulais remercier le jury qui a œuvré cette année pour la qualité des échanges, de leurs analyses. Leur travail a été difficile parce qu'il y avait beaucoup de candidatures cette année, d'excellentes candidatures qu'il a fallu départager. Et il témoigne de la qualité du travail de ces différentes candidatures et ils vont vous témoigner de ce travail ce soir. Et puis le troisième élément de fierté à travers l'IoT Business Hub, c'est toutes les analyses menées nous permettent d'avoir une vision étayée de l'impact économique, de l'impact social, de l'impact environnemental des solutions d'IoT. Donc on est capable aujourd'hui de voir non seulement quels sont les leviers de transformation qui fonctionnent, mais comment ces solutions à l'échelle ont cet impact et comment est-ce qu'on arrive, nous, à le qualifier, à l'analyser en tant qu'entreprise de management et de technologie qu'est Bearing Point. Donc pour l'ensemble de ces éléments de fierté, je tenais également à remercier les équipes de Bearing Point qui travaillent depuis ces 5 années et qui ont à cœur de poursuivre le quinquennat, les quinquennats qui viennent. Pour celles et ceux d'entre vous qui étaient présents l'année dernière, vous vous en souvenez sans doute, l'IoT Business Hub était placé sous le signe de l'environnement et nous avions récompensé une entreprise de plateforme de monitoring des abeilles, Tech4Gaia, pour sa solution qui permettait justement d'être un marqueur environnemental de la qualité de l'environnement. Cette année, nous avons placé l'édition de l'IoT Business Hub sous le signe du sport. En cette année pré-olympique, Jeux olympiques l'année prochaine, alors qu'on vient d'achever la Coupe du Monde de rugby, il nous semblait intéressant justement d'analyser l'apport des solutions d'IoT pour les sports, les amateurs de sport, les sportifs. Et ce sera l'objet des analyses et des leçons que vont vous partager mes collègues dans quelques instants. Je vous remercie de votre participation ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée et une très belle 5e édition de l'IoT Business Hub. Merci à tous. Bonsoir Wassim. Bonsoir Sylvain, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue donc à cette 5e édition de l'IoT Business Hub. Merci Axel pour ton introduction. Et effectivement, ce soir, nous allons parler de sport, de sports tech et d'IoT, comment l'IoT contribue au développement de l'ensemble de ces technologies au service du sport. Alors, nous allons vous faire un certain nombre de présentations de nos analyses pendant une demi-heure et puis après nous passerons à la remise des trophées 2023. Et puis bon, ça n'apparaît pas sur la planche, mais après nous aurons le plaisir de pouvoir échanger autour d'un cocktail juste derrière la salle. Alors, on commence par une petite frise historique sur l'histoire de la technologie et le sport. Alors on est remonté loin, bon pas très très loin, mais un petit peu loin quand même, en 1954. Alors on ne parle pas de digital, on ne parle pas d'IoT,
Mais on fait un petit clin d'œil parce que c'est l'apparition du crampon. Voilà, les crampons sur les chaussures de foot. Et pourquoi on a mis ça sur la frise? En fait, 70 ans plus tard, les crampons deviennent connectés. Voilà, avec la société Philips, par exemple, en France, et qui permet de mesurer la fatigue des joueurs en mettant des petits objets au sein des crampons. Alors quand on avance un peu dans le temps, voilà, là, en 1900, dans les années 90, on commence à rentrer dans l'ère du numérique. Et on a les premières apparitions de technologies radar, par exemple dans le tennis, qui permettent de mesurer la vitesse de son service au tennis. On en parlait avant, alors 110, 200, je ne sais pas, selon les joueurs. Dans les années 2000, on voit apparaître les montres connectées. En fait, on ne se rend pas compte que ça fait finalement plus de 20 ans que ça existe. Hein. C'est la société Garmin, qui elle existe toujours également, et qui là est rentrée par le sport. À l'époque, on n'était pas encore sur la montre du wearable de masse. Et il y avait un capteur à l'époque, le principal, qui était le GPS, et qui permettait déjà beaucoup d'applications. Et puis après, on arrive dans l'ère des années 2000, où là, on voit l'essor de la vidéo. Alors, on ne parle pas encore vraiment d'IoT, mais là, la vidéo commence à permettre beaucoup de choses. Alors, on a pris deux exemples. Vous voyez le tennis, mais qui a été quand même l'objet de beaucoup d'apparitions de technologie. C'est ce qu'on appelait à l'époque le Hawk-Eye. Ça permettait de visualiser de façon extrêmement précise si une balle était in ou out sur le terrain. Et puis, on voit que le foot suit un peu plus lentement, mais on a vu exactement la même technologie en 2018 lors de la Coupe du Monde de football pour aider l'arbitrage avec des technologies vidéo. Vous voyez que jusque-là, finalement, on ne parle pas tellement d'IoT, on parle beaucoup de digital, et là, il faut attendre les années 2020, finalement, pour voir l'émergence de l'IoT au service de la Sporttech. Alors, on a pris quelques exemples. Voilà, on reste dans le foot. Le ballon connecté, à l'occasion de la Coupe du Monde au Qatar. Là, ça permettait d'avoir beaucoup plus de précision dans la localisation du ballon, beaucoup plus de rapidité dans le traitement des données. Et donc, on fait mieux que la technologie vidéo avec l'IoT. Et puis, à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby, on prenait l'exemple du protège-dents connecté. Alors, protège-dents connecté qui va se généraliser. La World Rugby a pris la décision d'équiper l'ensemble des joueurs, d'abord des équipes féminines et puis des équipes masculines. Et donc là, l'objet, c'est plutôt un objectif de prévention, c'est de détecter les commotions cérébrales s'il y en a, voilà, de façon un peu plus scientifique qu'aujourd'hui, avec des protocoles qui restent un peu technologiques, on va dire. Et puis si on se projette un peu sur l'année prochaine, comme tu le disais Axel, voilà, les JO arrivent et on va voir pas mal d'IoT. On a pris un exemple, alors voilà, un exemple qui n'est pas lié au sport, mais voilà, comme quoi ces grands événements sont l'occasion de tester beaucoup de nouvelles technologies. Et l'IoT va notamment être utilisé pour tester la qualité des eaux de la Seine pour l'ensemble des compétitions qui auront lieu en milieu aquatique. Alors voilà pour un petit peu d'histoire. Maintenant, on va se remettre en 2023 et regarder aujourd'hui où sont les investissements dans la Sporttech. Alors déjà, vous voyez, on observe qu'il y a une croissance forte. On a fait, la durée est courte, là, c'est 2018-2022. Les investissements ont quasiment été multipliés par 2. Et si on regarde où se font les investissements, j'ai envie de dire malheureusement sans surprise, beaucoup en Amérique du Nord. Et ça s'est porté notamment par un certain nombre de mastodontes. On a pris comme exemple la société Fanatics. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette société. À l'origine, c'est une société qui fait du merchandising. Aujourd'hui, ils sont quand même valorisés plus de 30 milliards de dollars. Et ils sont énormément développés dans le digital, dans le numérique, avec des NFT, avec des jeux vidéo, des paris sportifs. Et donc, voilà, un fort développement autour du numérique. Ce qu'on voit quand même, et ça c'est quand même satisfaisant, voilà, c'est que l'Europe, vous le voyez, concentre quand même une part significative des investissements qui ont été multipliés par plus de 2 sur la période. Quand on fait un petit focus sur l'Europe, voilà, pas vraiment de surprise, sur 3 pays, bon, on va retrouver la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France, qui représentent à peu près 60% des investissements. Et vous voyez que voilà, la France est quand même plutôt bien représentée. Alors on a pris trois exemples. Au UK, une société qui s'appelle Genius Sport. Leur technologie consiste à capter de la donnée
analyser ces données, restituer l'ensemble de ces données, et dans un objectif là qui est d'enrichir l'expérience des spectateurs, l'expérience des fans. Ils ont aujourd'hui un certain nombre de clients prestigieux, notamment beaucoup de ligues, comme la NFL, la Première Ligue, et voilà, un nombre de clients impressionnant. En Allemagne, une société qui s'appelle OneFootball, bon, comme son nom l'indique, on va être dans le monde du football. Eux, leur concept, c'est de proposer de façon très individualisée des résultats, des statistiques sur voilà, tous les matchs de football. Également de proposer un certain nombre de diffusions, de live, enfin tout un énorme contenu autour du football. Et puis, alors, plus proche de nous, en France, la société Sorare, voilà, ça dépend si on considère qu'ils sont français ou on le prononce à l'anglo-saxonne. On en parlera tout à l'heure, donc je ne rentre pas dans le détail, mais une société française qui est aujourd'hui valorisée à plus de 4 milliards de dollars, donc une belle success story. Alors, dans le monde de la Sportec, on couvre 3 grands types d'usages. Alors spontanément, on pense souvent au sport professionnel, parce que c'est des cas d'usage un peu emblématiques, et donc tous les cas d'usage qui permettent d'optimiser l'entraînement des sportifs, qui sont mis en avant dans les compétitions. On le voyait en fait dans la frise, les cas d'usage que spontanément on va mettre en avant, ce sont des cas d'usage qui sont très très liés aux grandes compétitions et qui sont mises en avant. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas le gros des investissements dans la Sportec. Alors la deuxième catégorie, c'est le sport amateur. Et puis on voit que finalement la plus grande part des investissements aujourd'hui concerne en fait non pas les sportifs, mais les fans, les spectateurs. Et d'ailleurs, vous voyez que dans les 3 entreprises que j'ai pris comme exemple en Europe, en fait, elles n'adressent pas les sportifs, elles adressent les fans, les amateurs de sport, mais les amateurs regardant le sport. Alors, ce qui nous a intéressés, c'est de se dire, OK, ça c'est la famille de la Sportec, mais en quoi l'IoT a contribué au développement de cette Sportec? Et alors là, vous l'avez vu, en fait, quand on regarde notre frise, on est quand même sur une histoire récente. Il n'y a pas beaucoup de bibliographie sur le sujet. Déjà sur la Sportec, c'est quand même un monde un peu particulier. Alors quand on croise IoT et Sportec, là où voilà, on commence à être sur un débat d'experts. Et donc, on a décidé de mener nous-mêmes notre étude. Alors ceux qui nous suivent depuis un certain nombre d'années savent que voilà, régulièrement on sort ce market radar et qu'on analyse des entreprises. Et évidemment, cette année, on s'est concentré sur ce sujet du sport. Et Wassim, je te laisse nous présenter cette étude. Oui, tout à fait. Merci Sylvain. Donc, cet IoT Market Radar fois Sportec 2023, comment on l'a constitué? L'idée, c'était de chercher à avoir des chiffres qui viennent un peu détaillés. Si ce qu'on observe dans la Sportec au sens digitalisation, si on le retrouvait de la même façon dans le monde de l'IoT ou s'il y avait des déformations de marché. Donc on a constitué un échantillon, une sélection d'une centaine d'entreprises, même 100 pour être précis, qu'on a constitué pour être représentatif de ces 3 cas d'usage, donc sport amateur, sport pro, sport professionnel, et puis qu'on a également choisi comme étant des entreprises suffisamment significatives, donc avec des chiffres d'affaires supérieurs à 1 million d'euros, des levées de fonds réalisées dans les 5 dernières années supérieures à 100 000 euros, et avec une contribution forte de la partie IoT et une représentation géographique plutôt centrée en priorité sur la France et l'Europe, puis le reste du monde. Donc voilà, ça c'est notre sélection, et vous le voyez, on a compilé ça dans ce petit market radar que vous pourrez retrouver avec le petit QR code qui sera téléchargeable. Si vous voulez le faire, vous pouvez vous connecter au Wi-Fi et puis scanner le petit QR code et récupérer cette petite infographie. Donc maintenant que l'introduction a été faite sur ce qu'on appelle notre Market Radar 2023, ce qu'on va partager avec vous sont les premiers enseignements qu'on a tirés de ce Market Radar. Et là je regarde quand est-ce que je dois passer à la prochaine planche en attendant que les intéressés aient cliqué pour le QR code. Voilà. Et donc on va, sans surprise... on le redonnera à la fin. on les redonnera à la fin, effectivement. Et sans surprise, on va zoomer sur les différentes catégories, sport amateur, sport pro et expérience des fans. Et donc la première question qu'on s'est posée, c'est dans quelle mesure on avait une ventilation de marché qui était cohérente ou non, ou déformée par rapport à ce qu'on avait observé sur la Sportec non IoT.
Et donc là, le constat, vous le voyez, c'est qu'on a une surreprésentation du sport professionnel au détriment de l'expérience des fans. Donc on a une inversion de l'ordre qu'on avait sur la Sportec. Alors on voit deux raisons qui peuvent expliquer cela. La première, c'est une question de maturité. L'équation économique est d'abord plus facile à résoudre dans le monde sport professionnel et il est naturel en fait en termes de cycle d'adoption de plutôt avoir des technologies qui sont mises en place dans le monde du sport professionnel avant de se diffuser dans le sport amateur. Et donc le fait que l'IoT ait une maturité plus tardive que le reste du digital, web, application, fait que naturellement, on a une surreprésentation du sport professionnel. Deuxième élément d'explication qu'on voit à cet écart, c'est le fait que dans le monde de l'IoT, il est très technocentrique et donc il est plus difficile d'avoir des offres qui sont multisports, contrairement à ce qu'on peut avoir dans la digitalisation au sens large. Un exemple pour l'illustrer, on imagine très bien par exemple une solution d'application de restauration dans le stade, donc avec une barrière à l'entrée plutôt faible et une utilisation qui finalement est peu adhérente au sport. Alors que si on cherche par exemple à apporter des données pour une expérience de réalité augmentée, eh bien, on ne va pas avoir les mêmes capteurs à mettre en place selon qu'il s'agisse d'équitation, de football, de rugby ou d'un autre sport. Et donc cette verticalisation fait que fatalement, il est plus difficile d'amortir les investissements quand on va miser sur l'expérience des fans, puisqu'on n'a pas les mêmes masses critiques que celles qu'on va avoir hors IoT. Donc ça, c'est le premier constat. Après, si on regarde un peu plus en détail ce qui se passe dans le monde du sport amateur. Alors, le premier constat ne va pas vous surprendre, c'est que la montre connectée est le premier usage quand on regarde le sport amateur. Devant, le bracelet connecté et les autres équipements connectés. Alors, un chiffre quand même qui nous a semblé intéressant à partager, c'est le nombre d'utilisateurs. Aujourd'hui, on est à plus de 200 millions d'utilisateurs de montres connectées. Et ces utilisateurs, on en a même retrouvé un peu plus de 100 millions chez Apple en 2021, donc qui occupe vraiment une part de marché très importante. Ce volume d'utilisateurs, il a été en croissance assez forte pendant les dernières années, avec un début de plateau depuis 2020. Cette croissance a été tirée essentiellement par le marché Asie-Pacifique, et essentiellement l'Inde et la Chine, qui tirent le marché en volume. Et ça a un effet, sur la polarisation, voilà, réussi à le dire, du marché. Polarisation en termes de gamme de prix. Vous le constatez en fait dans le graphe qui est juste à droite, c'est qu'on avait un marché qui était très fortement centré de façon classique, comme toute crémaillère de gamme, sur un milieu de gamme, et qui maintenant a vu une croissance de l'entrée de gamme et du très premium. Alors pourquoi cette croissance ? Des marchés volumiques comme l'Inde ont tiré la part de marché des montres à moins de $100. On retrouve par exemple des montres type Xiaomi Band à 49 € maintenant. Et de l'autre côté, on a eu bien un enrichissement technologique qui a amené un enrichissement fonctionnel et qui donc permettait d'avoir des offres intéressantes pour du premium. On en reparlera tout à l'heure avec par exemple l'exemple d'Apple avec l'UltraWatch. Et c'est une bonne transition puisque quand on le regarde en termes de cas d'usage sur ces montres connectées, on peut distinguer à peu près deux types de personas. Le sportif amateur qui est plutôt en recherche de bien-être et le sportif en recherche de performance. Et ces marchés étaient initialement plutôt de marchés plutôt cloisonnés. Sylvain parlait dans l'introduction historique sur le positionnement de Garmin, plutôt sur le sport performance. Et à l'inverse, Apple, lorsqu'ils ont lancé leur Apple Watch, était plutôt sur la catégorie bien-être, avec une montre plus abordable, avec un prix autour de 400 € au lancement, alors que sur Garmin, on était plutôt à 2000 € en ordre de grandeur. Eh bien, ces deux acteurs ont fait des mouvements de marché inverses, liés à la saturation du marché et donc la nécessité d'aller chercher un peu des relais de croissance sur les marchés connexes. On a eu le mouvement du bien-être vers la performance côté Apple et le mouvement inverse précédemment chez Garmin qui est redescendu en gamme, enfin qui a élargi sa gamme avec de l'entrée de gamme pour aller attaquer les marchés bien-être et les personnes qui sont en recherche de bien-être. Voilà pour la partie sport amateur. On va maintenant vous partager les quelques enseignements sur le sport professionnel. Et donc, je note que c'est à moi qu'on laisse la partie sur le sport professionnel. Le plus sportif d'entre nous, Sylvain, ça me semble normal. Ce qui me va très très bien. Alors, le sport professionnel, en fait, il y a quelque chose qui tire énormément la technologie, c'est qu'il y a une financiarisation très forte
d'un certain nombre de sports, football, basketball, football américain. Et évidemment, il y a des recherches de technologie et des investissements assez significatifs qui se font pour chercher de la performance. Alors, les exemples les plus emblématiques, on va les retrouver, ça ne nous étonne pas par rapport à ce qu'on a montré tout à l'heure, on les retrouve aux États-Unis. 2 ligues voilà, qui donnent un certain nombre de volumes financiers, on va dire, et donc qui peuvent justifier des investissements. La NFL, donc football américain, qui a un accord avec la société Zebra, et donc ils équipent l'ensemble des joueurs, les ballons, les arbitres, enfin voilà, de tous les clubs, de tags RFID, et ce qui permet d'avoir le positionnement de l'ensemble des joueurs, du ballon, et donc d'avoir un certain nombre d'analyses à la fois sur les performances individuelles des joueurs et puis des analyses sur le comportement des équipes. Alors la deuxième initiative, donc ça concerne la NBA. Alors là, ça c'est encore, je trouve encore plus intéressant, plus emblématique. C'est pas juste une relation de client-fournisseur. La NBA a carrément lancé une démarche d'innovation, donc ils ont appelé Launchpad, et ils ont de façon proactive lancé une démarche pour radariser toutes les entreprises qui innovaient dans le monde du basket. Et donc, ils ont passé tout ça au crible, ils ont fait un certain nombre de filtres, ils ont retenu 5 entreprises, et donc notamment la société Nextil, qui propose des technologies de tissu. Donc là, on ne parle pas de tag ou de capteur, hein, c'est le tissu lui-même qui permet de capter à la fois des informations sur les mouvements des joueurs et puis sur la condition physique des joueurs. Donc on voit bien derrière toutes les applications qu'il peut y avoir derrière. Alors, dans le sport professionnel, il y a 3 grandes familles d'usages. Celui auquel on pense, encore une fois, je fais référence à ma frise, c'est la compétition. C'est le plus emblématique, c'est celui qui va être mis en avant. En fait, on se rend compte que ce n'est pas l'élément principal et celui qui va drainer le plus d'investissement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un monde qui est finalement assez régulé et assez captif, c'est-à-dire il y a un nombre de clients assez limité. Il y a les grandes ligues, les grands organisateurs de compétition, alors évidemment avec les investissements qu'on a pu voir au-dessus, mais ça va finalement être un marché plutôt limité. Voilà. Et donc là, on a pris l'exemple de Prevent Biometrics sur le protège-dents connecté. Le marché principal, en fait, c'est sur l'entraînement. Voilà. C'est comment bien aider à la fois les joueurs et les équipes, donc là c'est aussi à destination des coachs, des préparateurs physiques, comment on aide ce monde-là à améliorer l'entraînement des joueurs et des équipes. Alors là, il y a énormément de technologies, hein, on n'aurait pas pu dresser la liste de tous les usages, mais il y a une solution qui a retenu notre attention, c'est la société Résil. Alors ça fait un petit peu résonance à la période Covid, parce que ça permet d'avoir un entraînement en milieu virtuel avec de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Et ça, on pourrait imaginer que c'est un gadget ou c'est pour du sport amateur, et pas du tout. Hein. Aujourd'hui, c'est utilisé par les plus grands clubs de foot européens. Et quand les entraînements étaient un peu limités et que les contacts étaient interdits, en fait, ces technologies ont énormément cru. Et c'est toujours utilisé, c'est-à-dire que ça n'a pas été abandonné suite à cette période. Et ça permet d'avoir aujourd'hui beaucoup plus de programmes d'entraînement beaucoup plus individualisés, beaucoup plus précis. Et puis il y a un dernier domaine qu'on oublie parfois, qui est tout ce qui est post-compétition, récupération. Là, il y a une porosité aussi assez forte avec le monde médical. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de technologies qui apparaissent comme ça sur le monde de la récupération des sportifs de haut niveau et puis qui descendent après sur le kiné de Monsieur Tout-le-Monde. Et donc là, on a pris un exemple de la société TerraBody. Alors en fait, eux, leur métier au départ, c'est pas l'IoT. Leur métier, c'est de proposer des technologies pour la récupération. Par exemple, donc c'est la récupération musculaire avec des technologies de choc. Et ils ajoutent de l'IoT. Donc on peut, avec un téléphone connecté en Bluetooth, individualiser les programmes de récupération. Et donc là, on est bien, un peu comme le crampon que j'évoquais tout à l'heure, on est bien sur une technologie qui existe et on vient améliorer avec de l'IoT. Alors le dernier domaine, c'est les fans. Ça, c'est plus toi. C'est moi, les fans. Effectivement, je suis assez fan de l'expérience des fans. Qu'est-ce qu'on a observé sur l'expérience des fans ? La première chose, c'est que ça démarrait souvent par connecter le stade.
Un chiffre éloquent là-dessus, c'est qu'en France, on a 7 stades de Ligue 1 qui sont aujourd'hui connectés. Donc, quand je dis connectés, c'est qu'ils disposent d'une connectivité dédiée. 5G, Wi-Fi par exemple. Là où aux États-Unis, sans surprise, tous les stades de NBA, tous les stades de NFL sont connectés. Et pourquoi cette connectivité est un prérequis ? C'est qu'elle permet derrière de fournir des services qui n'auraient pas été possibles sans cette connectivité, parce qu'on imagine bien que s'il n'y a pas une connectivité dédiée, ça vous est peut-être déjà arrivé dans le passé, beaucoup moins maintenant, mais on arrive assez rapidement à une saturation du réseau téléphonique. Il est difficile de passer un appel quand on a un attroupement d'une centaine de milliers de personnes au Stade de France, par exemple. Eh bien, une fois que cette connectivité est mise en place, on a des cas d'usage en fait, qui vont venir faciliter le parcours du fan. Et donc ça, en fait, sur tout son cycle de vie. Donc sur la partie arrivée au stade, sur l'expérience qu'il va avoir dans le stade, et puis sur le post-stade. Quelques exemples pour l'illustrer. Une partie assez naturelle, mais à laquelle on ne pense pas forcément, mais qui a un impact sur l'expérience fan ou utilisateur, c'est tout simplement trouver la bonne place de parking, savoir quelles sont les places de parking qui sont disponibles. Et puis une autre partie, c'est le moment de la fouille, qui n'est jamais agréable. Il peut être facilité, beaucoup plus simple, et tout en gardant le même niveau de sécurité lorsqu'on va avoir des caméras, des capteurs qui vont permettre en fait, de le réaliser de façon beaucoup plus rapide. Et puis, autre point qui a été malheureusement un manquement quand le Stade de France a accueilli la finale de la Ligue des Champions récemment, et qui est une des craintes par rapport aux Jeux Olympiques, c'est la gestion des flux. La gestion des flux, effectivement, avec les bonnes caméras, les bons capteurs, on peut passer dans une gestion des flux qui est dynamique et qui donc réduit le risque de se retrouver avec des attroupements et toutes les conséquences en termes de sécurité que ça peut avoir. Alors, pour l'illustrer de façon un peu plus concrète, on a pris le cas de l'Orange Vélodrome, donc avec un partenariat qui a été mis en place par Orange avec 2 sociétés. Ah pardon, avec excuse-moi. la société. Je sentais une certaine insistance, mais c'était moi, d'accord. Avec la société, j'essaie de J'étais discret, captivé. mais ma discrétion a des limites. Avec la société Immersive.io. Donc là, en fait, le cas d'usage, c'est une expérience de réalité augmentée. Vous avez peut-être fait le constat, lorsque vous allez au stade pour un événement sportif, finalement, l'information que vous avez était jusque-là souvent inférieure à celle que vous avez en tant que téléspectateur. Vous n'avez pas les statistiques, vous n'aviez pas, il y a encore quelques années, les ralentis. Et donc, ça, pour les vrais fans, c'est un petit bémol. Et donc, surtout pour les générations plus récentes qui sont plus digitalisées et qui vont peut-être un peu moins naturellement au stade, c'était une sorte de marché mal adressé. Et donc la société Immersive.io, en collaboration avec Orange, puisque c'est en bénéficiant du réseau 5G et donc d'une latence amoindrie, a proposé cette application qui est mise en place au Vélodrome et qui permet de voir les statistiques en temps réel, en montrant juste le smartphone, comme vous le voyez là sur l'image, sur les passes qui ont été effectuées, les zones qui ont été occupées sur le terrain, la vitesse du ballon. Lorsqu'on est un peu loin en tribune, 4e catégorie, on n'arrive pas forcément à voir quel est le joueur qui a le ballon ou qui se déplace plus ou moins bien. Et donc là, réalité augmentée, on arrive à savoir que c'est un tel qui a un mouvement plus ou moins important. Puis deuxième exemple qui nous a semblé intéressant également, c'est l'inclusivité. Une population aussi qui a du mal à s'y retrouver au stade, ce sont les personnes malvoyantes. Et donc là, autre exemple avec la société Touch2See, c'est une solution qui permet en fait de mieux ressentir le match pour les personnes malvoyantes. Alors comment ? Avec un petit curseur magnétique que vous voyez là, qui est noir. Et donc la personne en fait touche cette petite tablette et en fait ressent ce qui se passe sur le match. Comment ? 5G, donc latence faible, et donc remontée en temps réel de l'information sur la position du ballon qui lui-même peut être connecté. Et donc va envoyer des infos sur sa position de façon très précise. Et puis avec un système de vibration, en fait, on va pouvoir indiquer à la personne malvoyante quelle est l'intensité du jeu sur la zone où se situe le ballon. Est-ce qu'il y a un dribble ? Est-ce qu'il y a un tir ? Est-ce que c'est une zone de contact ? Il y a une faute. Et puis une audio-description automatisée. Là encore, c'est de la technologie, le fait de l'automatiser, cette audio-description, qui va permettre à la personne malvoyante en fait, de ressentir le match de façon augmentée et donc de moins sentir son handicap et donc aussi d'élargir le sport à des populations qui en étaient aujourd'hui un peu privées. Donc ça, c'était sur la partie IoT. Mais comme vous l'avez compris, on vous a indiqué que sur la partie expérience fan, l'essentiel de l'offre aujourd'hui en termes d'acteurs était plutôt non IoT.
Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas en IoT, mais il faut attendre un petit peu de temps. Et on voulait vous partager un exemple que vous connaissez sans doute, celui du fantasy sport. Le fantasy sport, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir constituer une équipe avec des joueurs. La valeur de cette équipe va évoluer de façon dynamique en fonction de la performance réelle des joueurs sur les différents matchs, rencontres, compétitions qu'ils ont eu. Donc vous allez pouvoir avoir vous-même votre classement, savoir si votre équipe personnalisée va remporter le championnat de France, va remporter la Ligue des Champions. Et sans surprise, c'est à nouveau les États-Unis qui sont un petit peu en avance là-dessus. Forcément, il y a beaucoup plus d'enjeux financiers. On a 50 millions d'utilisateurs réguliers aujourd'hui de fantasy sport aux États-Unis. C'est un Américain sur 6. C'est vraiment pas négligeable. Et avec un marché qui est estimé à peu près 10 milliards de dollars. Alors la France n'est pas en reste. On a deux cas qu'on va vous présenter, deux exemples qui nous semblent intéressants. Alors vous connaissez peut-être MPG, ce qui se cache derrière cet acronyme, effectivement, c'est Mon Petit Gazon. Donc Mon Petit Gazon, c'est une expérience, c'est une application qui permet de constituer sa petite équipe. Il y a 3 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Donc c'est quand même une bonne pénétration de marché, d'autant qu'ils sont centrés sur le football. Et puis ce qui montre que ce n'est pas juste une application de niche sans intérêt, c'est qu'elle a été rachetée en octobre 2022 par la Ligue de football professionnel. Et donc c'est un mouvement qui montre bien l'intérêt du sport, on va dire classique, non digitalisé, sur les solutions de digitalisation et tout l'impact que ça peut avoir en termes d'attractivité et d'engagement de générations qui aujourd'hui sont moins bien adressées et moins réceptives à l'offre. Puis deuxième exemple, Sylvain en a parlé tout à l'heure, donc Sorare, pour le prononcer à la française, avec 2 millions d'utilisateurs actifs et une valorisation, c'est une licorne, c'est plus de 4 milliards de dollars aujourd'hui sur base de sa dernière levée de fonds, qui était à près de 700 millions de dollars. En fait, Sorare aujourd'hui, en plus de ce que fait MPG sur le fantasy football, il rajoute une technologie NFT, donc qui permet d'avoir des cartes qui représentent les joueurs et qu'on va pouvoir céder, posséder, qui vont avoir une valeur qui va évoluer. Et donc derrière, il y a aussi une financiarisation derrière, et donc tout un questionnement sur dans quelle mesure on est sur un monde qui se rapproche de celui du pari sportif. Donc là, il y a tout un sujet de régulation qui est en train d'être étudié. Toujours est-il que cette licorne française qui s'est bien exportée à l'international. Il y a plus de 250 clubs de foot qui ont un partenariat avec Sorare, toute la NBA et toute la ligue de baseball. Et dans les ambassadeurs un peu notables qu'on a de Sorare, il y a Kylian Mbappé, par exemple, dans le football, Zinedine Zidane, et même des sportifs investisseurs, et qui sont plutôt des investisseurs avertis, comme Antoine Griezmann ou Gérard Piqué, l'Espagnol, qui a lui-même fait des investissements sur du foot un peu différent, avec des règles un peu différentes pour ceux qui ont suivi. Et donc ça montre bien l'émergence de ces applications et la place que réussit à prendre la France sur ces usages. Alors, si on fait un petit focus sur la France, le constat, malgré les très belles histoires qu'on a pu illustrer précédemment, le constat est quand même qu'on est un petit peu en retard par rapport à d'autres zones géographiques, et notamment les États-Unis. Retard qu'on est en train de combler depuis quelques années avec beaucoup d'investissements. Mais en fait, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a encore des entreprises qui sont jeunes. Et là, vous voyez cette statistique. Aujourd'hui, quand on regarde les entreprises IoT, Sporttech en France, on a 80% d'entreprises qui ont moins de 10 ans. Là où, dans le reste du monde, on met ça pour être pudique, mais on va dire aux US, c'est à peine 35%. Et quand on regarde, et c'est évidemment corrélé, en fait, on a 80% des entreprises qui ont moins de 50 salariés, là où dans le reste du monde, on est à peine à 15%. Voilà. Donc, il y a une belle dynamique, mais un retard à combler par rapport à des marchés plus matures, et notamment le marché US. Alors néanmoins, on souhaitait finir par une note positive avec la belle success story qu'on a tous en tête et que tu as effectivement à ton bras, avec la société Withings, qui vend des montres connectées, des balances connectées, enfin tout un tas d'objets connectés, et notamment liés au sport, et vendu à Nokia en 2016, et qui a aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros. Pardon ? Reprise après. Oui, absolument.
Alors là, on s'est posé la question des natures de sport adressées par les entreprises. Déjà, un premier constat qui est finalement relativement intuitif, c'est que les entreprises cherchent à adresser du multisport. Évidemment, on cherche à essayer de rentabiliser son investissement sur la base la plus large possible. Et donc 50% des entreprises en France qui se positionnent sur l'IoT et la Sportech essayent d'adresser du multisport. Ça, c'est une statistique qui est à peu près la même dans toutes les régions du monde. Alors on a pris 2 exemples. Spash, qui est une société française qui en fait utilise des technologies vidéo et d'intelligence artificielle et qui permet, sur plusieurs types de sports, donc football, basketball de mémoire, même des sports de raquettes, qui permet d'avoir un certain nombre de statistiques sur le match, la vitesse des joueurs, et qui permet de fournir, un peu la même histoire qu'on raconte à chaque fois, à la fois des statistiques sur les joueurs et sur l'équipe. Une deuxième société, alors là pour le coup on est plutôt sur, si vous vous donnez des catégories, plutôt sur la partie entraînement. Là c'est la société Drylight. En fait, eux fournissent un petit cône, ce qu'ils appelle le e-cône, et qui permet toujours, avec de l'intelligence artificielle, qui permet de personnaliser des entraînements pour des sportifs de haut niveau dans un grand nombre de sports. Voilà, ça peut être de l'athlétisme, du sport collectif comme du football. Alors après, la partie droite, moi j'ai trouvé notre indice très amusante en fait. Parce qu'on a regardé les 50 entreprises qui adressaient vraiment des sports verticaux. Voilà. Quel type de sport ils adressaient, dans quelle région du monde. Alors moi, la seule conclusion que j'en fais, c'est que ça reste un marché quand même assez local. Parce que quand on regarde, en fait, en France, le numéro 1, c'est l'équitation. Et quand on regarde aux États-Unis, à plus de 55%, c'est le fitness. Voilà. Donc je pense que là, tout est dit. Alors sur l'équitation, une jolie société, Arioneo. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est des objets connectés qui ne sont pas sur le sportif, pas sur le jockey, mais sur le cheval. Voilà. Et donc ça permet d'anticiper des coups de son du cheval. Ça permet aussi d'avoir sa vitesse. Ça permet d'avoir un certain nombre d'informations. Et puis après, quand on regarde les autres sports en France, moi, finalement, maintenant qu'on le voit, ça paraît évident, mais ça reflète probablement les pratiques sportives des Français, donc avec du football, du cyclisme, un peu de fitness quand même, et de la course à pied. Voilà. Et vous avez les stats sur les autres régions du monde. On finit par les remerciements, Wassim. Oui, bien sûr. C'était un petit extrait de l'étude qu'on a menée et que vous pourrez retrouver dans le livre blanc IoT Sportech 2023. Et bien entendu, comme on le fait chaque année, c'est une étude qu'on n'a pas menée seule. On s'est appuyé sur les membres de l'IoT Business Hub qui nous ont partagé leur vision sur le marché. Et donc, on tenait à remercier en particulier les sociétés Arena Metrics, Decathlon, MySmartMove, Orange et Pixelot, dont vous retrouverez également la vision sur l'évolution de ces marchés, à la fois en France et en Europe. Et on vous mettra à la fin le QR code pour télécharger ce livre blanc. C'est prévu.